Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie pour ces fêtes de fin d'année, pour ce dernier épisode de notre podcast de l'année 2024. Nous allons revenir sur un épisode qui est encore en train de se développer, un événement qui est encore en train de se développer et dont toutes les conséquences géopolitiques sont encore en train, on va dire, de prendre place et vont dépendre de la manière dont la chose se cristallise, se prend la forme. Et ce dont on veut parler, c'est de la chute de la Syrie des Assad, de la chute de la famille Assad qui a fui en Russie et qui a gouverné la Syrie. Et on va essayer ici de dire géopolitique en Asie, la Syrie ça paraît bien loin. Et donc on va ici, notre angle, ça va être qu'est-ce que ça signifie cela pour la Chine. Et en quoi, en fait, ça nous renseigne sur la géopolitique chinoise qui est donc au cœur de notre domaine d'étude de la géopolitique asiatique de la zone Indo-Pacifique. Donc, on va revenir un tout petit peu sur cet événement. Donc, la Syrie des Assad, après 50 ans de pouvoir et des épisodes de terreur, vient finalement en très peu de temps de prendre la poussière. Et c'était l'allié le plus proche de Moscou au Proche-Orient, la Syrie des Assad, à l'exception de l'Iran, l'Iran elle-même est fragilisée, on sait, par la guerre d'Israël, à la fois contre le Hezbollah au Liban et le Hamas en Palestine. Donc l'Iran se retrouve en position de fragilité extrême et qui fait partie en fait de cet axe Chine, Russie, Iran. L'Iran fragilisé par la guerre d'Israël contre le Hezbollah et donc au Liban et donc le Hamas en Palestine, en réaction, on s'en rappelle, à l'attentat terroriste du Hamas contre Israël, et ensuite qui a entraîné une réaction en surenchère extrêmement violente aussi de la part d'Israël. Et donc une des conséquences, sans doute, même si c'est une conséquence extrêmement éloignée de cet événement, en fait, de ces attentats du Hamas contre Israël, en fragilisant le Hamas, en fragilisant le Hezbollah, alors même que Moscou, la Russie est occupée en Ukraine. Cela, en fait, a rendu possible ce vacuum qui a fait que le gouvernement des Assad est tombé. Alors, pourquoi en fait, est-ce que c'est aussi quelque chose qui intéresse la Chine? Tout simplement parce que, on le sait aussi par ailleurs, la Chine de Xi Jinping et la Russie de Vladimir Poutine ont noué un pacte d'amitié sans limite en février 2022, donc juste quelques jours avant l'invasion par la Russie de l'Ukraine, l'attaque russe contre l'Ukraine, qui devait d'ailleurs tomber en une semaine, et la guerre continue 2 ans, 3 ans bientôt. Et étant donné que la Russie et la Chine sont très proches et que la Syrie des Assad était le principal allié russe dans la région, à l'exception de l'Iran, et que l'Iran est lui-même fragilisé, qu'est-ce que ça signifie pour cet axe Chine-Russie au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et qu'est-ce que ça signifie par rapport donc à cette géopolitique chinoise dans cette région-là? Alors, pour comprendre, il faut revenir un peu sur le contexte global des relations entre la Chine et la Russie, sur l'histoire récente de la Russie. Donc, l'État syrien moderne a été créé au milieu du XXe siècle, après des siècles de domination ottomane sous mandat français. Le plus grand État arabe a émergé des provinces syriennes autrefois sous domination ottomane. Donc, la Syrie a obtenu son indépendance de jure en tant que république parlementaire en 1944, et ensuite, la période qui a suivi l'indépendance a, comme souvent en fait dans ces régimes post-coloniaux qui se sont libérés d'une tutelle impériale mais qui n'ont pas eu de pratique indépendante du gouvernement. Donc comme dans beaucoup de régions dans la partie
on va dire, du global sud, la fin de la domination coloniale a introduit aussi une période de chaos, de violence. Et donc la Syrie, la Syrie de l'après 1945 a vu de multiples coups d'État, multiples tentatives de coups d'État, et donc le coup d'État d'Hafez al-Assad en 1971 a porté donc au pouvoir la famille des Assad, donc de 1971 jusqu'à aujourd'hui. Donc le fils de Hafez al-Assad, Bashar al-Assad, lui a succédé à sa mort en 2000, et donc Bashar al-Assad est au pouvoir depuis 2000, et Poutine, lui, au pouvoir depuis 1999. Donc en fait, l'un et l'autre, ils sont au pouvoir depuis 25 ans. 25 ans de pouvoir, un quart de siècle de pouvoir des deux côtés. On sait que c'est aussi sous le régime de Bashar al-Assad que la répression du printemps arabe des années 2010 a dégénéré en guerre civile. Et cette guerre civile, elle a été extrêmement meurtrière, où cette répression par Bashar al-Assad du printemps arabe et de toutes ses promesses ou de ses potentialités a été extrêmement meurtrière. 580 000 morts, dont au moins 300 000 civils. Et les ONG ont évalué que les forces pro-Assad ont causé plus de 90% de ces décès de ces civils. Et on a vu à la chute du régime, l'ouverture de ces prisons mouroirs, de ces prisons de torture. Et donc où est-ce qu'intervient la Chine? C'est que la Chine avait trouvé stratégique d'être la première, presque le premier régime qui, évidemment là aussi en relation sans doute avec son partenariat d'amitié sans limite conclu avec la Russie en 2022, la Chine a décidé de renouer donc en 2023 avec la Syrie. Rappelons que les relations diplomatiques entre la Chine populaire et la Syrie furent établies en 1956, à la suite de la conférence de Bandung des non-alignés en 1955. Alors au début, ensuite, c'est un processus en fait qui s'est développé dans le temps. Au début de la guerre civile syrienne en 2011, il y avait un envoyé spécial de la Chine pour la question du Moyen-Orient, qui a été ensuite Gong Xiaoshen. Et ensuite, en 2016, la Chine a nommé un envoyé spécial distinct juste pour la crise syrienne, au moment donc de cette répression des conséquences du printemps arabe. Donc cet émissaire était Xie Xiaoyan. Et durant cette période, la Chine a utilisé aussi son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies pour bloquer à 10 reprises des projets de résolution, donc des autres pays, France, États-Unis, etc. en tête, critiquant le régime d'Al-Assad pour notamment donc les tortures, les crimes contre l'humanité, l'usage sans doute des armes chimiques contre les opposants, etc., etc. Et donc la Chine et la Russie se sont unis à plusieurs reprises pour mettre leur veto, et notamment en juillet 2020, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à un projet de résolution visant à prolonger les livraisons d'aide de la Turquie à la Syrie. Donc un veto sur ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la Russie et la Chine cessent de critiquer les vétos que les États-Unis opposent aux déclarations, aux résolutions des Nations Unies quand ça concerne Israël, en disant voilà que c'est contre le droit international, contre la volonté du Global Sud, etc. Mais en fait, eux-mêmes, ils font pareil. Eux-mêmes, la Chine et la Russie ont pesé leur veto pour aider un régime encore plus sanguinaire. Et donc, il y a pas vraiment de leçon à recevoir de la Chine et de la Russie par rapport à cette attitude des États-Unis, où on peut dire aussi l'inverse, c'est-à-dire que des deux côtés, on a des États qui, dans leur toute puissance, étant donné qu'ils ont le droit de veto, l'utilisent en fait à des fins de clientélisme géopolitique. Donc la Chine et la Russie ont protégé le régime de Bachar al-Assad. Ensuite, la Syrie a continué de participer au forum de coopération de Chine-État arabe, alors même qu'elle avait été suspendue, la Syrie, de la Ligue arabe. Et en Chine, à Chengdu, en 2023, c'est là en fait que pour la première fois depuis 2011,
la Chine a reparticipé donc au sommet du Forum de coopération Chine-État arabe, CASCF, à Chengdu. Et donc la Chine a servi de facilitateur dans la relégitimation du régime de Bachar al-Assad qui était en cours à partir de 2003. Et on va s'arrêter là pour cette semaine. On reprendra la semaine prochaine, donc pour la nouvelle année. Donc c'est aussi dans cette même période, lors de la deuxième visite officielle en Chine du président Assad, donc qui a eu lieu cette fois du 21 au 26 septembre 2023, la Chine et la Syrie ont annoncé conjointement l'établissement d'un partenariat stratégique. On se souvient peut-être qu'il n'y a pas très longtemps, il y a juste un an, Assad et son épouse ont reçu l'honneur d'assister à la cérémonie d'ouverture des 19e Jeux asiatiques de Hangzhou. Ensuite, Bachar al-Assad a rencontré Xi Jinping pour discuter des relations économiques afin de reconstruire la Syrie déchirée par la guerre. Et important et presque iconique par rapport aux événements qui ont suivi, on y reviendra, on conclura sur ça. Le secrétaire du Parti communiste chinois et président, à savoir donc Xi Jinping, déclarait que la relation entre les deux pays avait résisté à l'épreuve des changements internationaux et qui promettait Xi Jinping de soutenir Bachar al-Assad dans sa lutte contre les ingérences extérieures et dans la reconstruction de la Syrie. Et donc par là, la Chine voulait démontrer sa capacité à avoir une diplomatie en fait externe, opposée, contraire, indépendante de celle des États-Unis, quand bien même, évidemment, ça revenait à soutenir un des régimes les plus sanguinaires de ces 20 dernières années, mais ce qui compte, c'est évidemment d'avoir ce différent géopolitique, cette différence géopolitique avec les États-Unis. Et donc aujourd'hui, avec la chute du régime de Bachar al-Assad, ce que promettait la Chine en termes de lutte contre les ingérences extérieures, apparemment, ça n'a pas suivi. On va analyser la suite des événements dans le prochain épisode, l'année prochaine. À bientôt. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.